Comme tous les vendredis, nous commençons par l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors on va essayer de faire un état des lieux des actualités de cette semaine et on commence par une vente Sotheby's de design qui a été réalisée la semaine dernière. Exactement, alors cette vente a eu beaucoup de succès. La plupart des gens étaient venus notamment pour la mise aux enchères d'une partie de la collection de Daniel Marchesso. Daniel Marchesso qui est l'ancien conservateur du musée de la vie romantique à Paris. Et le résultat de cette vente de cette partie de la collection était cédé au musée d'Orsay. C'était en majorité des œuvres de Claude et François Xavier Lalanne, des pièces uniques et des prototypes qui ont totalisé 5,7 millions d'euros. Et donc hors commission, c'est un don de 4,6 millions d'euros qui a été réalisé au musée. Et le lot le plus convoité était sûrement le lustre qui s'appelle Structure végétale aux papillons et aux souris. C'est une pièce unique qui a été réalisée par Claude Lalanne et qui a été vendue bien au-delà de son estimation haute à 2,2 millions d'euros. À quoi va servir ce don, Sybille ? Alors, le don va servir à rénover l'hôtel de Maïnel, qui est le futur centre des recherches et d'archives du musée d'Orsay. Il prendra aussi le nom de Daniel Marchesso. Il est quai Voltaire, il a été acquis en 2016 par le musée d'Orsay et le montant total des travaux s'élève à 20 millions d'euros. Alors cette semaine, Sybille, il a également été question de quelques affaires juridiques. Exactement, et celle qui a fait le plus de bruit, c'est la mise en examen de l'ancien président-directeur du Louvre, Jean-Luc Martinez, dans le cadre d'une enquête de trafic d'antiquités. Il a été mis en examen mercredi dernier par l'OCBC. L'OCBC, c'est l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, qui est un service de la police judiciaire. Et donc, l'objet de cette mise en examen, c'est la complicité d'escroquerie en bande organisée et blanchiment par facilitation mensongère de l'origine de biens provenant d'un crime ou d'un délit. Et donc, il a été placé sous contrôle judiciaire. En quoi consiste l'enquête, Sybille, un peu plus précisément ? Alors l'histoire remonte à 2016, c'est le Canard enchaîné qui a révélé tout cela. Cette année-là, donc en 2016, le Louvre Abu Dhabi a acquis plusieurs antiquités égyptiennes pour plus de 15 millions d'euros. Et 2 ans plus tard, une enquête a été ouverte pour savoir si ces antiquités ont été pillées, sorties frauduleusement, puis blanchies grâce à des faux certificats. L'OCBC soupçonne aujourd'hui l'ancien directeur du Louvre d'avoir fermé les yeux sur ces faux certificats et plusieurs experts ont aussi été soupçonnés puis interrogés, notamment l'ancien directeur du département des antiquités égyptiennes du musée, Vincent Rondeau, et ainsi qu'Olivier Perdu, égyptologue au Collège de France. On se demande maintenant quelle est la réaction du Louvre, Sybille, légitimement. Quelle a été la réaction du musée ? Alors le Louvre à Abu Dhabi et le musée du Louvre à Paris se sont constitués partie civile. Dans un communiqué, le musée du Louvre indique qu'il tient à rappeler avec force l'engagement total, continu et reconnu des équipes scientifiques du Louvre pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels. Parmi les 5 œuvres acquises par le Louvre à Abu Dhabi en 2016, on retrouve notamment la stèle en granit rose qui est intacte, frappée du sceau royal de Toutankhamon. Dernière question, Sybille, pour les actualités de cette semaine en matière d'art. Paris confirme son attractivité pour les galeries internationales. Oui, et c'est une nouvelle qu'on attendait depuis assez longtemps. C'est la galerie suisse Heuser und Wirth qui va ouvrir un nouvel espace à Paris, alors que la galerie suisse est déjà implantée dans une quinzaine de régions dans le monde. L'espace va se situer dans le 8e arrondissement, proche de l'avenue Matignon, donc épicentre artistique de l'arrondissement parisien. Elle se situera au 26 bis de la rue François 1er et c'est prévu pour l'été de l'année prochaine. Merci beaucoup Sybille Aoudjan pour ces actualités du monde de l'art. Et Sybille, nous avons le plaisir de présenter pour cette semaine la rediffusion de l'interview de Julien Pradel, directeur général de Christie's France, qui était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques semaines pour détailler le marché chinois qui s'ouvre, qui était déjà un peu ouvert pour Christie's, mais qui s'ouvre pour les maisons de vente aux enchères. C'est vrai, c'est déjà en cours en fait, et c'est un travail de longue haleine qui a été initié il y a eu plus d'une dizaine d'années, certainement depuis notre présence en fait aux maisons occidentales en Asie. On y est, Christie's a commencé à Hong Kong d'abord il y a un peu plus de 30 ans, pour ensuite enchaîner sur Taïwan, à Taipei, Tokyo et Singapour, avant de pouvoir en 2013 commencer les ventes
sur le territoire de la Chine continentale, Avant, à Shanghai. pas possible. Avant, ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, Christie's, encore aujourd'hui, est la seule maison de vente internationale à pouvoir vendre sur le territoire de la Chine. Notre plateforme principale en Asie reste Hong Kong, puisque c'est vraiment une forme de hub, si vous me permettez l'expression, de carrefour pour toute l'Asie, et où on voit vraiment les collectionneurs de l'Asie, de tous les pays d'Asie, mais également du monde, se retrouver lors de nos grandes ventes saisonnières au printemps et à l'automne. Ça prend la forme en fait de grandes foires où on réunit aussi bien l'art asiatique, les produits de luxe et l'art occidental. Et vous avez raison, au début l'art occidental représentait certainement quelques petits pourcents de la quantité d'œuvres d'art qu'on mettait en vente, et également en somme, on voit aujourd'hui que ça représente presque 30, 40, parfois 50% de nos ventes saisonnières. C'est-à-dire que donc, vous allez faire des ventes sur place, et là, ça va représenter 30 à 40%? C'est ça. Lorsque nous mettons en vente l'art occidental, il y avait une forme lorsque nous le mettions en vente, il y avait une forme d'un petit peu de méfiance. À votre siège à Hong Kong? À votre siège à Hong Kong ou en Chine, à savoir, est-ce que on propose le même prix que ce qui aurait été proposé à New York, à Londres ou à Paris? Il y a les Chinois sont des businessmen avertis, d'ailleurs hommes et femmes, bien entendu, et donc vraiment font leur due diligence, font leur contrôle avant d'investir, leur recherche, s'assurer que nos estimations sont en ligne avec les transactions qui ont pu avoir lieu sur de nouveaux territoires. Et donc, on fait bien sûr attention à ce que tout ça soit très équitable. Mais en effet, pour revenir à votre question, on voit que là où ils n'étaient pas forcément prêts, parce que simplement ils ne connaissaient pas notre art occidental, aujourd'hui, ils achètent bien davantage de nos artistes, en fait, contemporains et on va dire d'art moderne et d'art impressionniste, principalement, mais aussi des maîtres anciens, avec des manuscrits, avec des dessins anciens, avec des tableaux anciens du 14e, 15e, 16e siècle. Mais du coup, vous avez dû faire des recherches particulières pour aussi leur présenter tout un panel d'œuvres chinoises qui soient propres à leur patrimoine, et faire des œuvres vraiment spécifiques à ce marché-là. Alors en effet, on a essayé de chercher les artistes qui composaient des œuvres se rapprochant le plus de leur aspiration. Il y a des couleurs qu'il faut éviter, il y a des thèmes qu'il faut éviter. Pourquoi ? Notamment la mort, c'est vraiment évidemment une couleur à éviter. Donc le rouge, le noir, le sombre, et ce qui est difficile d'ailleurs avec les maîtres anciens. On évite, c'est pour ça, de remonter trop, parce que c'est des thèmes qui, pour eux, leur parlent pas. La calligraphie chinoise a beau travailler avec le noir, ça reste relativement aérien. Et on va retrouver ça dans des maîtres d'art contemporain comme Pierre Soulages, qui va pourtant travailler vraiment le noir, mais il y a un côté très graphique dans son travail qui va plaire vraiment justement à la clientèle chinoise. Sinon, des œuvres comme Chagall, Picasso, Monet, Rothko ou récemment Basquiat. D'ailleurs, lors de notre dernière vente, là, en mars dernier à Shanghai, on avait organisé une vente. Voilà. Vous allez nous en parler un peu plus, du coup, justement, pourquoi est-ce que vous avez fait vous avez organisé cette série de ventes entre Shanghai et Londres? Écoutez, ça nous paraissait, en fait, après cette pandémie quand même difficile pour le monde entier, une passerelle justement intéressante, relier finalement la Chine, où on a investi maintenant depuis 30 ans, mais réellement depuis 2013, où on a eu la première licence internationale pour aller vendre là-bas. Oui, c'est-à-dire que, alors effectivement, Hong Kong, c'est un sujet géopolitique qu'on ne traitera pas aujourd'hui, mais c'est-à-dire que vous étiez autour, et là, c'est la première vente que vous pouviez faire sur le sol chinois réellement. Alors, cette année, c'était la première depuis la pandémie, mais néanmoins, on a commencé en 2013. D'accord. C'est d'ailleurs l'année où moi, je suis arrivé en Asie. J'y étais notamment allé pour développer l'empreinte de la maison sur la Chine continentale. On avait déjà un petit bureau de représentation, et on a ouvert des espaces de galerie et de vente qui nous ont permis vraiment de s'étendre et de marquer notre présence pour pouvoir mieux accueillir, servir et conseiller nos clients chinois. Et un peu réduire cette crainte qu'il pouvait y avoir envers les Occidentaux, leur montrer en fait l'art occidental,
pour simplement que, encore une fois, les éduquer et ouvrir finalement l'appréciation, leur expliquer aussi comment ça pouvait se marier avec leur intérieur. Et pour revenir à votre question, si vous me permettez, clairement, l'idée, elle était vraiment de justement reprendre en reliant Shanghai à Londres pour vraiment créer ces ponts en fait dans le monde qui font que le monde de l'art est finalement aussi bien à Shanghai, à Londres. On a notre série à Paris, London to Paris. Il y a New York to London, où en fait on essaye vraiment de rapprocher les acheteurs et les vendeurs finalement d'œuvres d'art qui ne pouvaient pas voyager pendant ces périodes-là. Et donc de faire ces ponts-là, c'était un petit peu l'idée. Ça a également été la première fois qu'on vendait une œuvre d'art à ce niveau-là, puisque je crois que le record était tenu par un Picasso il y a maintenant 4-5 ans, vendu à Shanghai, j'entends. Oui, d'accord. Mais là, c'est une toile de Jean-Michel Basquiat qui a remporté le prix record de 9 millions de dollars US, ce qui est assez remarquable. Et d'autres artistes plus contemporains à des valeurs un peu plus raisonnables ont également trouvé preneur. On a vendu plus de 95% de la vente, ce qui est vraiment significatif dans un marché qui est quand même encore difficile, parce que nous on voit bien qu'en Occident la vie a complètement repris après la pandémie. En Chine, ils sont encore complètement dedans. Alors, notamment à Shanghai en plus pour le coup. Oui. Particulièrement. Donc on a eu beaucoup de chance, la vente s'est passée juste avant, mais juste avant qu'ils referment vraiment les frontières. Mais néanmoins, il y avait 3 semaines de quarantaine, le climat n'était pas à ce qu'il est aujourd'hui chez nous. Et quand on dit que le marché de l'art se tourne vers l'Est, est-ce que c'est un marché en plus, ou alors c'est des clients, des clients qui ne seront pas nouveaux, qui étaient déjà là, qui étaient déjà dans les maisons de vente. Mais je comprends votre question, je comprends. Il y a les deux. Il y a réellement les clients qui achetaient, on va dire, que de l'art asiatique et souvent des produits de luxe, qui investissaient réellement dans la joaillerie, dans l'horlogerie, dans les grands vins. Et récemment dans les sacs à main. Les sacs, notamment de la maison Hermès, ont un grand succès là-bas, et de seconde main, bien sûr. Donc certains se sont intéressés, grâce à l'investissement qu'on y mettait dans les tables rondes, dans les conférences, et dans notamment les réseaux sociaux, à travers beaucoup de communications qui permettaient de démocratiser l'accès à l'art occidental. Donc ces collectionneurs se sont dit, tiens, je vais diversifier mon patrimoine et en fait ma collection, l'ouvrir en fait sur de nouveaux artistes. Et puis bien sûr, ça a parlé à de nouveaux acheteurs, nouveaux collectionneurs qui se sont, et en fait en Chine c'est particulièrement vrai, il y a déjà plus de millionnaires que nulle part ailleurs, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'art. Et donc d'aller chercher chez les moins de 30 ans un intérêt vers parfois des lithographies, mais aussi bien des œuvres d'art contemporaines qui sont parfois à des prix plus accessibles, en dessous de 10 000 euros, mais aussi entre 100 000 et 1 million. Et réellement, on se rend compte qu'on le voit dans le monde entier, mais c'est très vrai en Chine continentale et en Asie en général. Voilà, c'était donc l'interview de Julien Pradel qui était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques semaines, directeur général de Christie's France. On se retrouve maintenant dans Enjeu Patrimoine.